Le 21 juin 2024, Alpine a annoncé le retour de Flavio Briatore comme conseiller exécutif de l'écurie. L'objectif, ramener la culture de la gagne au sein de l'écurie française qui court après depuis plus de 10 ans maintenant. Et ça, on peut dire que Briatore, il connaît. Artisan de 4 titres de champion du monde avec l'écurie d'Enstone, 2 avec Schumacher en 94 et 95 sous Benetton et 2 avec Alonso en 2005 et 2006 sous Renault. Briatore, c'est un nom qui tape fort au sein de l'écurie, désormais nommé Alpine. Mais ce nom tape fort aussi pour de mauvaises raisons, et notamment l'affaire du Crashgate en 2008 qui avait valu aux dirigeants italiens un bannissement à vie de la Formule 1 et du sport automobile. Alors ramener Flavio Briatore, un homme de réseau, un homme d'affaires, un homme de poigne, mais aussi un homme de controverse au sein d'une écurie instable et aux performances en déclin, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Un coup de poker de génie de la part de Luca De Meo, devenu très certainement impatient, ou un ultime bluff de la part d'Alpine? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Revenu en Formule 1 en 2016 sous le nom de Renault F1 Team, l'écurie d'Enstone et de Viry-Châtillon a connu des débuts difficiles avant de s'établir dans la moyenne tout en étant capable de saisir l'opportunité de la victoire en 2021 avec Esteban Ocon. Et si à première vue le règlement 2022 a été bien absorbé par l'équipe, 2023 et 2024 montrent un recul permanent, surtout dû au fait que l'équipe stagne pendant que les autres avancent comme McLaren ou Aston Martin. Le début de saison 2024 est catastrophique pour Alpine qui, après les plans pour la victoire de Carlos Ghosn ordonnés à Cyril Abiteboul, après avoir gagné puis perdu Daniel Ricciardo et puis avoir lâché Nico Hülkenberg dans le même temps. On a eu le plan des 100 courses de Laurent Rossi sous la bannière Alpine, un passage éclair d'Otmar Szafnauer pour les croissants, le couac Oscar Piastri et puis l'arrivée tumultueuse de Bruno Famin aux commandes il y a un peu moins d'un an. C'est difficile de progresser en tant qu'organisation avec tout ce chamboulement. Alors pour comprendre où en est Alpine, il faut forcément parler de la voiture. Il y a 3 problèmes majeurs. Le moteur qui souffre d'un manque estimé entre 15 et 30 chevaux sur les autres moteurs, que je trouve peut-être un petit peu excessif pour le coup, mais on en avait déjà parlé. Le deuxième problème, c'est un problème de surpoids de la voiture en début de saison où les crash tests n'ont pas été réussis comme ils le pensaient, et donc il a fallu revoir plusieurs endroits sur le châssis pour satisfaire la FIA. Ils ont débuté la saison avec seulement 2 châssis et pas un seul de remplacement, un peu comme Williams. Aujourd'hui, les pilotes s'échangent les châssis, dont un est plus léger mais contient des problèmes différents de l'autre apparemment. Mais bon, le surpoids a l'air d'être réglé depuis Miami. Et pour finir, on ne peut pas tout mettre sur le moteur évidemment, la voiture manque cruellement d'appui aérodynamique. Silverstone en est un parfait exemple, et je rajouterais même qu'elle souffre d'une traînée bien plus importante qu'on ne le pense, puisque les moteurs sont gelés depuis maintenant 2 saisons je crois, et qu'en vitesse de pointe ça a pu peut-être même régresser l'année dernière à Monza par exemple. Tout ça, plus les problèmes de fiabilité, notamment dans l'intégration de la boîte de vitesse ou le montage de cette dernière, puisque elle pète le dimanche avant même de prendre le départ du Grand Prix avec un moteur tout neuf, et c'est pas un cas isolé, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, si vous vouliez prêter main forte à l'équipe, ils recherchaient justement un technicien pour construire les boîtes de vitesse à Enstone, mais le poste a été pourvu, désolé. Regardez quand même s'il y a d'autres jobs, on sait jamais. Malheureusement, les problèmes sont aussi dans l'organigramme. Premièrement, les pilotes. Alors, Esteban Ocon et Pierre Gasly, on aura beau nous vendre ce qu'on veut, l'entente, elle n'est pas si cordiale que ça, voire pas du tout, et ça aide pas l'équipe à aller vers le haut. Deuxièmement, l'exécution en course, elle est irrégulière. Ocon et Gasly ont la fâcheuse tendance de se retrouver toujours l'un à côté de l'autre en course, ce à quoi on voit une absence de consigne d'équipe dans ces cas, ce qui fait que de leur côté, As s'envole. Ça n'empêche que ça peut rouler très bien, comme ça peut être un loupé total, comme à Silverstone par exemple sur la stratégie. Troisièmement, les changements constants de leader n'aident pas non plus à une cohésion et à une vision claire pour l'avenir et le long terme, et l'image de l'équipe en prend un coup régulièrement. Se fout généralement de la gueule de Alpine parce que à quand le prochain dirigeant quoi. Quatrièmement, oui, c'est pas fini, quand vous y ajoutez une structure bicéphale, châssis aéro à Enstone en Angleterre et moteur à Viry-Châtillon en France, les différences culturelles qui peuvent être une véritable force sont tout l'inverse. La confrontation devient presque historique avec un management qui tente de résoudre les problèmes des uns et des autres. Si on a réussi à construire le Concorde avec les Anglais, je comprends pas pourquoi on en bave autant pour construire une Formule 1. Mais bon, dans tous ces problèmes, on retrouve un élément phare, une dualité. Avoir raison ou avoir tort. Les pilotes s'accusent, les dirigeants rejettent la faute sur leurs prédécesseurs, les structures s'accusent l'une et l'autre d'être la source des problèmes. Bref, au point même où l'équipe aimerait changer de moteur. Une Alpine sans moteur Renault, oui. Le pire, c'est que ça en prend le chemin.
Bref, vous l'aurez compris, c'est la merde. Alpine manque cruellement d'une chose, un dirigeant fort, capable de tirer l'ensemble du groupe dans le même sens, celui de la performance. Et pour incarner cela, eh bien Luca De Meo, le grand patron du groupe Renault, a cherché un homme capable de répondre aux déboires de l'écurie sur et en dehors de la piste. Son nom était tout trouvé, un de ses potes, Flavio Briatore. Un homme de poigne, un homme d'expérience et un homme sulfureux. Bref, l'objectif est clair, le coup de pied dans la fourmilière bien comme il faut. Mais concrètement, que va apporter l'Italien chez Alpine? C'est ça la vraie question. Alors, premièrement, de l'expérience. Contrairement à Laurent Rossi ou Bruno Famin, Flavio Briatore, il a une longue et fructueuse histoire en Formule 1, ayant dirigé Benetton et Renault avec succès. Briatore, c'est également l'homme qui sait transformer une écurie pour obtenir des résultats. C'est un homme de stratégie et de vision qui sait attirer et extraire le meilleur des gens autour de lui. Sa capacité à élaborer des stratégies gagnantes et à prendre des décisions audacieuses, elle est hors norme. Parfois, quoi qu'il en coûte d'ailleurs, ce qui peut être un problème. Flavio, c'est aussi un homme de réseau. Il possède un vaste réseau de contacts et des relations qui pourraient être bénéfiques pour Alpine en termes de partenariat, de sponsoring et d'accès à des talents. Il connaît tout le monde, mais surtout, tout le monde le connaît. Parce que rappelez-vous, qui a fait venir Schumacher chez Benetton? Qui a fait venir Alonso chez Renault? Qui va peut-être faire venir Sainz dans un projet qui n'attire plus aucun pilote, notamment en évoquant un potentiel moteur Mercedes pour 2026. Bref, vous m'avez compris. Ce qu'on demande à Briatore, c'est d'accroître le potentiel de l'équipe, de repérer les talents humains et de questionner, voire réformer la vision d'Alpine et renforcer la cohésion de l'équipe. Ça paraît un peu facile dit comme ça, mais le plus dur c'est de gérer l'humain et c'est probablement ce qu'il y a de plus compliqué dans une écurie de Formule 1. Ces missions sont à la fois claires dans leur objectif, mais floues dans leur exécution. Il n'est pas là pour respecter un process ou une hiérarchie, il est là pour régler un problème que Luca De Meo n'a pas le temps de régler lui-même. Quoi de mieux pour un homme qui, on le sait, mettra tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour arriver à ses fins. Alors vraiment, le job, il est taillé pour lui. Et concrètement, là-dessus, on a fait appel au vieux Flavio, celui qui joue des coudes, celui qui tente tout. Et l'ambition, elle est claire. Et c'est Briatore lui-même qui l'a exprimé sur la radio Rai. En 2026, je gagnerai des courses, l'Alpine sera sur le podium. Combien nous pourrons en faire, je ne le sais pas. J'ai eu les pleins pouvoirs de Luca De Meo, j'ai l'habitude de les utiliser et je vous garantis que dans 2 saisons, nous parlerons de podium. Cette déclaration-là, elle est choc parce qu'une nouvelle fois, on annonce un objectif de résultat, très proche en plus, qui aujourd'hui paraît irréalisable. Puis il a dit qu'il avait les pleins pouvoirs. Pas certain que Bruno Famin apprécie grandement puisque ça diminue quand même beaucoup son rôle. Son assurance presque arrogante à Flavio Briatore, soit on a envie d'y croire, soit on le prend pour un fou. Mais revenons un peu en arrière sur la carrière du Flavio là. L'exemple de Benetton est le plus frappant. Benetton à la base c'est une marque de vêtements dirigée par Luciano Benetton et quand la marque se lance en Formule 1 en rachetant Toleman en 86, on est sur une écurie qui joue les points mais qui joue pas le championnat du tout. Et en 1989, Flavio arrive. À la base, il arrive juste parce qu'il a réussi à introduire la marque Benetton aux États-Unis et que Benetton se dit tiens, c'est un bon manager, un bon meneur d'hommes, je vais lui filer mon projet F1, je sais pas trop quoi en faire. Il faut bien se dire qu'à la base, Briatore, on a un peu rien à péter de la Formule 1 quoi. C'est du divertissement mais sans plus. Mais pour lui, il y a du business. Et il accepte le défi. Et là où Flavio Briatore va être fort, c'est dans sa force de persuasion. Un an après son arrivée, il fait signer John Barnard, le concepteur des McLaren victorieuses, en lui offrant une liberté totale d'action et de modification des plans en place, et ça attire qui? Un triple champion du monde, rien que ça, en la personne de Nelson Piquet. Alors on se rend pas bien compte, mais le tour de force il est énorme. Les résultats le sont pas, mais les changements ils s'opèrent. Et puis alors un an plus tard, Briatore se dit ok bon ça va pas, faut encore un peu de changement. Il va chercher un certain Tom Wakinshaw, assorti d'un certain Ross Brown chez Jaguar Racing qui opère en touring car et en endurance. Il leur offre un petit package avec 35% des parts de Benetton, de l'écurie évidemment, et c'est sous ce trio-là que Briatore attirera Michael Schumacher en 91 avec comme ingénieur de course un certain Pat Symonds, celui qui a fait la réglementation 2022 de Formule 1 par exemple. Ok, les hommes c'est bon, maintenant il manque 2 choses selon Briatore, un moteur et une structure. Boum, on construit une usine moderne à Enstone, ouais, c'est lui le papa d'Enstone, bien sûr. Et ensuite, on profite d'un non-respect de l'exclusivité du contrat avec Ford pour passer chez Renault. En 6 ans, Briatore a donc fait d'une écurie sans moyens une pièce maîtresse de l'échiquier F1 grâce à un atout. Il sait parler, il sait réseauter, il sait convaincre, que ce soit les sponsors, les pilotes, les dirigeants, mais aussi les hommes de le suivre dans ses visions les plus folles, qui parfois le desserviront.
Cette année, nous avons beaucoup de handicaps, nous sommes en train de remodeler toute l'équipe, déclarait Flavio Briatore il y a maintenant quelques jours. Retour donc dans le présent. Mais qu'est-ce que ça veut dire remodeler l'équipe? La première chose, c'est un changement de personnel. Alors, il y a l'arrivée de David Sanchez qui a créé du mieux dans la compréhension du package global de la voiture, mais il y a une deuxième arrivée qui a noté, celle de Michael Broadhurst, habitué de l'écurie. L'ingénieur a passé 7 ans à Enstone entre 2009 et 2016 et surtout il a travaillé sur les succès de Max Verstappen avec Red Bull depuis 2021. Mais ça, c'est dans les tuyaux depuis un moment et il ne faut pas enlever le crédit à l'équipe existante pour ce travail effectué en amont. La vraie première pierre à l'édifice que pourrait apporter Flavio Briatore, c'est le pilote qui le placera aux côtés de Pierre Gasly en 2025. Parce que le choix du pilote, c'est aussi un baromètre pour les gens à l'usine, pour les fans, pour les médias, ainsi que pour les investisseurs, de la santé de l'écurie. Mettre Douane dans le baquet, même s'il est managé par Briatore, c'est un peu léger quand on connaît l'ambition de l'écurie qui est justement d'aller chercher la gagne. Par contre, aller chercher un Carlos Sainz, sans contrat certes, mais dont la cote est actuellement la plus élevée des pilotes disponibles, ça c'est un signal fort. A voir donc si l'Espagnol se laissera tenter et les rumeurs enflent de plus en plus. En attendant, avoir éveillé son intérêt, c'est très fort et c'est sans doute dû à la potentielle arrivée d'un moteur Mercedes chez Alpine. Tiens, choix radical, un choix controversé, un choix à l'inverse de l'image de marque pour attirer du monde. Bref, tout ça c'est du Briatore, Sainz, moteur Mercedes, etc. Mais alors faire venir Sainz n'est que le premier coup d'un ensemble bien plus large pour arriver à ses fins. Et très certainement qu'il y aura des signatures d'ingénieurs importants, pourquoi pas en dehors du scope de la F1, et il en ira de même avec les sponsors. Et en fait, comme pour tout dans la vie, le plus dur c'est de commencer et de donner un premier coup. Et si Sainz vient, Briatore aura la bonne impulsion pour aller chercher beaucoup plus partout. C'est tout ce dont a besoin Alpine, oui, mais attention, méfiance, parce que le génie de Flavio Briatore s'accorde d'une part d'ombre qui pourrait terminer de tuer le projet Alpine. Le fédérateur, c'est bon. Le visionnaire, c'est bon. L'homme de poigne, c'est bon. Mais l'homme de marque. Car Flavio Briatore, c'est aussi un homme qui a emmené ses projets dans des sauces considérables avec lui. Vraiment sauce bolognaise bien épicée là. On gagne ensemble, on meurt ensemble, sauf que là, il s'agit de l'image d'une entreprise qui est déjà un peu écornée et qui pourrait être achevée. Il ne faut pas oublier les méthodes du dirigeant italien et là, ça pose question. Alors, au-delà de ce qui est désormais connu de tous, à savoir le Crashgate de 2008 où Briatore a expressément demandé à Nelson Piquet Jr. cette fois-ci de se mettre dans le mur à Singapour pour faire gagner Fernando Alonso, avant cela, les méthodes n'étaient pas franchement beaucoup plus glorieuses non plus. En 94, la Benetton, bien que victorieuse, est pas très légale déjà. 30 ans après, il y a des doutes qui subsistent sur cette monoplace concernant la présence d'un anti-patinage, illégal à cette époque, d'un système de départ automatique, illégal lui aussi, mais comme il n'est pas prouvé que les pilotes s'en soient servis, on passe un peu en dessous de la sanction. Même chose pour un tuyau de carburant. Tout le monde se souvient de cette effroyable image de Jos Verstappen à Hockenheim prenant feu dans son stand. Bon et ça vient du fait que Briatore a ordonné qu'on démonte la valve de sécurité du tuyau pour accélérer le débit d'essence et aller plus vite. Illégal, mais par un quiproquo, Briatore arrive à s'en sortir. Et là, on parle d'un incident qui aurait pu coûter la vie à un pilote et la naissance de Max Verstappen. Ou peut-être qu'au final, c'est ça qui a provoqué la naissance de Verstappen. Bref, on saura jamais. Enfin, on peut parler de la disqualification de Michael Schumacher à Silverstone en 94 due à un non-respect du drapeau noir. C'est grave. Schumacher double dans le tour de formation, ce qui est formellement interdit à l'époque. Drapeau noir, et Briatore demande à son pilote de continuer de rouler et on tentera de négocier avec le commissaire derrière. Voilà. Tout ça pour vous montrer que Briatore et les règles, ça fait deux. Tout se négocie encore plus quand tu es en tort et dans une ère bien différente de la Formule 1 où tout est archi scruté comme aujourd'hui et où tout fait débat, est-ce que Briatore se fera prendre à son propre jeu ou au contraire, il en jouera tellement qu'il gagnera? Il y a aujourd'hui une véritable notion d'image qui pèse dans la balance et avec laquelle on peut jouer, oui, mais qui peut aussi avoir un véritable impact sur une organisation. Pour certains, le retour de Flavio Briatore, c'est un peu un triple aveu de faiblesse pour Alpine. Alors premièrement, c'est moral. Bien que Briatore ait purgé entre guillemets sa peine et puisse légalement revenir en Formule 1, le signal éthique envoyé par le groupe Renault, il n'est pas foufou. Comment peut-on réhabiliter un homme à l'origine du plus grand scandale de tricherie en Formule 1, et même dans le sport de haut niveau en règle générale? Comment réintégrer un génie entre guillemets du mal, c'est un peu fort comme mot mais bon, dont les actions ont entraîné la vente précipitée de l'équipe et a terni l'image du groupe Renault à l'époque? Et c'est ce même groupe qui le fait revenir et personne n'y voit une volonté de rédemption quelconque. Bref, terminer l'image de marque, désormais on cherche à laver l'affront des résultats, quoi qu'il en coûte, même si ça coûte l'éthique, même si ça coûte
le moteur Renault. Deuxièmement, la faiblesse c'est donc managérial. Mais quel message on envoie à Bruno Famin? Ok, laisse faire papa, t'as besoin d'aide et d'expérience. Imaginez que vous êtes embauché pour un travail et qu'on embauche quelqu'un 6 mois plus tard ou 1 an plus tard à peu près parce que ce que vous faites ne cimente pas assez le tout. Pas franchement agréable. Enfin, qu'est-ce que ça dit du projet Alpine? Aller chercher Briator, c'est aller chercher du vieux pour faire du neuf. Alors, même si c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, là, l'environnement F1, il a changé et c'est presque une solution de secours, visiblement. Est-ce qu'elle est anachronique? Il y a des chances, même si, faut laisser le temps pour voir les évolutions apportées par le génie italien. Au final, celui qui a peut-être le mieux résumé la situation, c'est Toto Wolff. Je pense qu'il faut donner la possibilité de rebondir dans ce genre de situation. J'ai connu Flavio comme un homme d'affaires extrêmement intelligent, il possède un grand savoir-faire en Formule 1. Tous les avis que j'ai reçus au cours des 10 dernières années, depuis que je suis en contact plus étroit avec lui et j'ai une relation amicale avec lui, ont été utiles d'une certaine manière. Traduction, tout le monde sait qui est Flavio, dans le meilleur et le pire, mais tout le monde a déjà reçu un conseil payant de sa part, et c'est le cas de d'autres personnes dans le paddock. Et entre les lignes, on comprend aussi autre chose. Si vous croyez que Flavio Briatore avait quitté le paddock, mais alors là, vous vous trompez. Il a toujours été là, d'une manière ou d'une autre, et maintenant il a les pleins pouvoirs, donc voyons si cette liberté ramène Alpine au sommet ou la fait couler. Car au fond, c'est un peu ça l'enjeu, quitte ou double. Soit l'équipe ne réussit pas et il faudra se résoudre à partir la queue entre les jambes de la Formule 1 en ayant vraiment tout tenté et probablement avec de l'humiliation de n'avoir jamais fait mieux que 4e au championnat et ça pèsera sur la marque de voiture en elle-même, mais ça c'est un autre sujet qui est tout aussi complexe. Soit ça réussit. Comment et dans quelles circonstances? Face à au moins 4 top teams aujourd'hui, je demande à voir et je vais être honnête, mais j'ai hâte de voir. Car au fond, on regarde aussi la Formule 1 et le sport en général pour son storytelling. Et avec Flavio Briatore, des histoires, on n'a pas fini d'en entendre.